Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur un vol spectaculaire de sirop d'érable dans la province du Québec au Canada. Des individus ont dérobé une très grande quantité de ce produit national dans un dépôt situé près de la ville de Trois-Rivières. Le montant du butin est estimé à près de 25 millions d'euros. La police est toujours à la recherche des malfaiteurs. des histoires étranges de l'ère numérique. Entre 2011 et 2012, un des cambriolages les plus étonnants du siècle a lieu. Non pas dans une banque ni un camion blindé, mais bien dans une réserve de sirop d'érable au Québec. Près de 10 000 barils subtilisés tranquillement pendant des mois dans un entrepôt de Saint-Louis de Blandford, totalisant une valeur de plus de 18 millions de dollars. Un vol digne des plus grands films d'Hollywood qui a propulsé l'or blond du Québec sur la scène internationale, pour toutes les mauvaises raisons. Mais comment ont-ils fait leur coup? Suivez-nous au cœur de cette histoire incroyable. Sébastien Lévesque, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, et toi, Émile Gauthier? Ça va très bien, très bien. On est d'aplomb dans notre saison 11. Oui. J'espère que jusqu'à date, vous appréciez. Et aujourd'hui, on s'attaque à une histoire délicieuse, si je peux me permettre. Ça, oui. Oui, une histoire, on pourrait pas être plus québécois qu'aujourd'hui, je pense. Vrai, clin d'œil à nos auditeurs, auditrices européens qui, je crois, aiment bien avoir un peu de saveur québécoise parfois dans nos histoires. Puis c'est spécial un peu parce qu'on parle ici d'un gros vol de sirop d'érable. On parle pas d'aller voler des cannes au supermarché. Non, on parle de gigantesques barils, de centaines de milliers de barils qui ont été volés. Puis c'est survenu dans les années 2010. Mais je ne sais pas, toi, Seb, on dirait au moment où c'est survenu, c'était presque juste avant qu'on commence Distorsion. Oui. On n'en entendait pas beaucoup parler de cette histoire-là. Non, moi j'avais un souvenir, mais très, très, très vague, on dirait. Puis pourtant, j'ai toujours été, même à cette époque-là, un addict des nouvelles, mais non, oui. On dirait que ça m'avait échappé. J'étais peut-être un peu plus jeune puis moins conscient de tout ça, mais je me rappelle que ça avait quand même, ça se discutait un peu partout parce que c'est tellement improbable, ce genre de vol-là. Mais on dirait qu'il a fallu que, justement, Netflix inclue cette histoire-là dans, je crois, sa série, c'était Dirty Money. Et ils ont inclus cette histoire-là de vol de sirop d'érable dans leur série documentaire. Mais avant ça, moi, j'avais pas idée de l'ampleur. On savait que ça avait été volé, mais on n'avait pas vu tant que ça d'images ou de mise en scène et autres. Vous allez voir, c'est spectaculaire. Mais clairement, les gens qui ont orchestré ce vol-là n'écoutaient pas Distorsion. Mais c'est normal, on peut pas les plaindre. Distorsion n'existait pas à l'époque. Mais on voit que il y a eu une grande part d'intelligence mise, je pense, sur la logistique du vol. Exact. Et très peu d'intelligence mise dans le but de dissimuler des preuves numériques. Exact. Donc, vous allez voir, c'est cocasse, en même temps dramatique. Oui, c'est ça. Mais dans tous les cas, spectaculaire. Donc, restez avec nous, ça va être toute qu'une histoire. Et puis, en after show pour nos abonnés Patreon, j'ai une autre histoire savoureuse. Oui. Seb, on est dans la bouffe, on est dans les vols. Miam, miam. On va parler des vols de tableaux, des grands vols d'œuvres d'art, des restaurants Taco Bell. Étais-tu au courant de cette histoire-là? Non, avant que tu m'en parles, j'étais pas du tout au courant. Vous allez voir, ça aussi, c'est une histoire vraiment savoureuse. J'espère qu'il vous donnera pas mal au ventre, là, comme Taco Bell. Mais bon, je vous en dis pas trop. Mais au courant des années 2010, même jusque dans les années 2020, les gens ont commencé à repérer des tableaux sur eBay qui auraient été volés dans des Taco Bell, se vendent des dizaines de milliers de dollars. C'est vraiment incroyable. Donc, est-ce qu'il y a eu des vols perpétrés au fil du temps dans les restaurants? Est-ce qu'il y a eu un restaurant qui a été volé à plusieurs reprises? Est-ce qu'il y a vraiment eu des vols? Est-ce que tout ça, c'est un stunt marketing? Oui. Bref, il y a plein de mystères autour de cette histoire-là. Je pensais jamais parler de Taco Bell à Distorsion, mais vous allez voir en after show sur Patreon tout de suite après. Ça va être encore une fois une histoire délicieuse, si je peux me permettre.
semaine. Restez avec nous tout le monde, mais pour passer au travers tout ça, qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui, Seb? Oui, on boit une bière de l'Archibald, la Hazy Pale Ale, 4,6%, une petite Pale Ale américaine, trouble à la robe jaune paille. Cette bière, elle a un petit IBU de 40 seulement. Elle est très, très bonne pour une Pale Ale américaine. C'est des houblons Eldorado et Azacca. Et elle nous a été offerte par Stéphanie Turgeon-Girard, qui nous a fait un don sur le site de distorsionpodcast.com. Il nous a offert une tournée de bière. Donc, merci à toi, Stéphanie. Et si vous voulez faire comme elle et remplir le fridge, n'hésitez pas. On veut aussi donner un gros shout-out à QWERTY1234 pour une review 5 étoiles sur Apple Podcast. Ben oui, on a encore des reviews 5 étoiles. C'est gentil, guys, même après toutes ces années. Elle nous dit, ou il nous dit, super podcast, recherche super approfondie, surtout pas de blabla pendant 10 minutes juste avant. La voix, les sujets, juste wow, merci. Yes, ben merci à toi, QWERTY1234. Oui, j'aime ton nom. Et justement, afin d'être, d'être plus tight sur le blabla, je pense qu'on est prêt tranquillement à se lancer dans l'épisode d'aujourd'hui, Seb, parce qu'on a beaucoup de stock à couvrir. Est-ce qu'on est prêt à se lancer dans le grand vol de sirop d'érable du Québec? Oui, mais dis-moi, Émile, te rends-tu compte à quel point on est connecté tout le temps, que ce soit pour travailler, se divertir ou même juste pour discuter avec nos proches? Carrément, Seb. Puis tout ça, là, ça fait encore plus de raisons de protéger nos données quand on est en ligne. Oh oui! Avec NordVPN, tu peux naviguer en toute tranquillité. En un seul clic, tes données sont protégées grâce à un cryptage avancé. Et en plus, tu peux accéder à des contenus exclusifs du monde entier, peu importe où tu es, comme à la maison. C'est vraiment l'outil idéal, que tu sois sur un Wi-Fi public ou chez toi. Puis en plus, NordVPN, c'est le champion commanditaire des podcasts. Donc, sont tellement cool. Ah oui, mais hein. Puis en parlant d'idéal, Émile, il y a une offre spéciale juste pour les auditeurs de Distorsion No Distordus. Oh oui. Cliquez sur le lien dans la description du podcast ou rendez-vous au nordvpn.com/distorsion pour profiter de cette promo exclusive. Avec NordVPN, naviguez librement et en toute sécurité. Et maintenant, Seb, est-ce qu'on est prêt à plonger dans l'épisode troublant d'aujourd'hui? Oui, monsieur. Allons-y. Maintenant. Seb, juste avant de commencer, je pense que tu nous avais sorti des petits chiffres pour nous mettre en bouche sur l'industrie du sirop d'érable parce que on en rit un peu, les gens, les étrangers imaginent que nous, les Québécois, on met du sirop d'érable sur tout, ce qui est pas faux. Non, exact. Mais à quelque part, c'est une vraie industrie qui fait vivre des vraies personnes. C'est gros, l'industrie du sirop d'érable. Il y a de l'exportation partout dans le monde. Il y a des énormes marchés. Parle-nous-en, tiens. Ah oui, c'est assez énorme. Hein? Puis là, on parle pas du sirop de poteau, comme on dit souvent comme du faux sirop d'érable. En 2025, le Québec représente 90% de la production canadienne, puis c'est environ entre 63 et 75% de la production mondiale. On va reparler des chiffres dans l'épisode, mais ça varie évidemment d'une année à l'autre. Les autres provinces canadiennes, c'est l'Ontario, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et les États-Unis aussi, principalement le Vermont, le New York et le Maine qui complètent la production mondiale. Et les États-Unis, c'est 18%. Nous, on a tout, à peu près tout le reste. Et le Québec exporte l'essentiel de sa production. C'est plus de 70% qui est destiné au marché étranger, incluant les États-Unis. Mais après les États-Unis, surprenant, l'Allemagne qui achète notre sirop, le Royaume-Uni, la France, allô les Français, le Japon et l'Australie. C'est quand même assez impressionnant et ça se vend dans plus de 70 pays dans le monde. Et actuellement, je disais que la croissance, elle augmente de près de 50% dans le monde, ce qui, à chaque année, ce qui met énormément de pression sur nos producteurs. En fait, tous les producteurs en Amérique du Nord de sirop d'érable. Moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Mais vous allez voir un peu, on va l'expliquer, le fonctionnement de comment on gère les inventaires pour contrôler un peu le prix. On va en parler dans l'épisode, puis on dirait qu'en voyant ces chiffres-là, je comprends un peu pourquoi, parce que un peu comme toute production agricole, il y a des années moins bonnes selon la météo et tout ça. Donc, c'est un peu pour rebalancer, mais ces temps-ci, c'est ça, la demande est tellement forte que moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle, puis c'est tellement un bon produit, puis c'est un sucre
Pour les sportifs, vous le savez peut-être déjà, mais c'est un meilleur sucre à mettre dans vos drinks, vos boissons sportives, parce qu'il je suis pas un spécialiste, mais il se gère mieux au niveau du corps, il se digère bien et tout ça. Donc, oui, plus que du sucre raffiné en poudre. Là. Exact. Donc, ça contribue ça aussi à son succès. Donc, c'est un peu un petit topo sur le marché du sirop dans le monde. Oui, puis on va vous faire un petit topo politique aussi parce que ce vol-là est, sans trop spoiler, est énormément lié au contexte géopolitique québécois. Oui, exact. Ceci dit, je nous plonge dans l'histoire maintenant, Seb. Nous sommes en juillet 2012, dans un entrepôt industriel anonyme de Saint-Louis de Blandford, au centre du Québec. Un homme s'apprête à vivre un moment qui marquera l'histoire du crime québécois. L'inspecteur Michel Gauvreau, mandaté par la Fédération des producteurs acéricoles du Québec, la FPAQ, se présente pour effectuer l'inventaire annuel de la réserve stratégique de sirop d'érable. Cette précieuse réserve qui représente 77% de la production mondiale de sirop d'érable. Ça existe, ça, cette réserve-là. Oui. C'est une réserve physique. Là. Il y a des barils là-dedans. Oui. Mais ce qu'il s'apprête à découvrir dépasse l'entendement. Alors qu'il grimpe sur les barils pour vérifier leur contenu, il s'attend à sentir le poids familier de ces fûts de 600 livres gorgés de sirop. Seulement, voilà, l'inspecteur manque de tomber. Les barils sont complètement vides. Il y a de la misère à se tenir dessus. Le choc est immédiat. Mais comment est-ce possible? Ces contenants métalliques blancs, non marqués et stockés dans cette installation louée depuis juillet 2011, sont censés contenir le trésor sucré du Québec. Mais rapidement, l'horrible vérité se révèle. Certains barils contiennent de l'eau au lieu du précieux sirop. D'autres sont complètement vides. L'ampleur du désastre se dessine peu à peu et sur les 16 000 barils entreposés, environ 10 000 ont été vidés de leur contenu. C'est tellement beaucoup, dans le sens que 16 000, là, mais ça, puis 10 000, c'est fou, là. C'est tellement beaucoup qui ont disparu. Ben oui, là, vous vous demandez déjà comment ils ont pu remplir 10 000 barils d'eau, comment ils ont pu subtiliser, comment on vole ça, 10 000 barils? Je fais comment, moi, si je veux en voler un, comment je fais pour en voler 10 000? C'est surréel, tout ça. Oui, exact. Puis c'est pas juste pour tes crêpes le matin pour ta famille, là. Après ça, une fois que tu l'as, le matériel, il faut que tu t'en disposes. Oui, c'est ça. On va y revenir. Mais tout d'abord, là, pour vraiment comprendre l'ampleur du grand vol de sirop d'érable, il faut remonter à l'origine de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec, donc la FPAQ. On va en parler un peu. Créée en 1966 par un groupe de producteurs visionnaires, cette organisation n'était pas juste un regroupement syndical. Elle allait devenir le moteur qui structurerait toute l'industrie acéricole québécoise, un pilier à la fois économique et culturel. Quand on dit acéricole, pour les gens qui sont moins familiers, c'est justement la production de sirop d'érable. Au départ, le marché de l'érable était complètement morcelé. Chaque producteur vendait sa récolte à sa façon, souvent par chance, et les prix variaient au gré de la météo ou de la quantité de sucre disponible. Dans ce chaos-là, la FPAQ a pris en main l'organisation de la production et la régulation de la commercialisation, offrant aux producteurs une voix collective et forte. Leur mission, assurer la qualité du sirop, protéger la stabilité économique des producteurs et faire rayonner ce produit unique à l'international. Avec le temps, la Fédération est devenue bien plus qu'un simple syndicat. Affiliée à l'Union des producteurs agricoles du Québec, elle est devenue la gardienne d'un modèle collectif unique. Les quotas très précis, les normes strictes et le canal unique de distribution ont complètement transformé l'industrie. Chaque producteur devait vendre sa récolte à la Fédération qui se chargeait ensuite de la distribuer et de la promouvoir. Résultat, le Québec contrôle maintenant près de 77% de la production mondiale de sirop d'érable, un véritable monopole qui donne à l'industrie un poids considérable sur la scène mondiale. Mais vous allez voir, c'est quand même assez contesté, là, ce monopole de vente. Oui, exact. Au centre de tout cela se trouve une véritable caverne d'Ali Baba pour le sirop d'érable, répartie dans plusieurs entrepôts clés, les plus célèbres et les plus cruciaux étant situés à Saint-Louis de Blandford.
Ces entrepôts servent de réservoirs tampons permettant de stabiliser le marché mondial face aux changements climatiques et économiques, garantissant ainsi une offre constante, même lors des saisons difficiles. Grâce à elle, le sirop d'érable québécois est devenu un produit recherché et reconnu sur tous les continents, un symbole de fierté locale et d'expertise traditionnelle. Mais même le système le plus rigoureux a ses failles. Les quotas et les règles strictes, bien qu'essentielles pour maintenir l'équilibre du marché, génèrent parfois des frustrations. Certains producteurs voient la fédération comme un carcan, une bureaucratie qui brime l'innovation et la liberté d'entreprendre. Et c'est dans ce terreau de tension et de ressentiment que le marché noir du sirop a fini par émerger, avec des protagonistes prêts plus que jamais à défier l'autorité d'un quasi-monopole. Donc, tu sais, il y en a qui voient ça comme une bonne chose, c'est-à-dire ça stabilise le marché, oui. On en garde en réserve pour les moins bonnes années, oui. Mais il y en a qui voient ça carrément comme une mafia, là, dans le sens que c'est un monopole, on n'a pas le choix de vendre juste à eux, exact, c'est juste eux qui peuvent vendre à l'international, donc il y en a qui voient ça vraiment un peu comme presque si c'était du crime organisé. Là. Oui, une mafia, un peu, c'est ça on dit, c'est pas un syndicat, mais un peu avec ce même genre de pouvoir-là, mais je sais que des érablières indépendantes peuvent choisir de ne pas embarquer là-dedans, puis vendre leurs propres produits eux-mêmes. Par contre, je pense mais c'est un choix aussi que tu fais, mais je pense que ça t'amène une stabilité aussi financière. Mais je suis assez d'accord, là, c'est très contesté. Cette double réalité, une organisation indispensable mais contestée, est essentielle pour comprendre le contexte dans lequel le grand vol s'inscrit. La fédération représente à la fois le pouvoir collectif et le contrôle sur l'industrie, mais aussi la cible de ceux qui aspirent à plus de liberté économique. C'est en comprenant cette tension qu'il est possible de mesurer l'impact du crime, car il ne s'agit pas seulement de millions de dollars de sirop volé. Il s'agit également d'un affront porté à l'identité même du Québec, à son savoir-faire et à une industrie soigneusement protégée depuis plus de 50 ans. L'année 2011 marque un tournant inédit pour l'industrie acéricole québécoise. Les érables font preuve d'une générosité exceptionnelle, offrant ainsi une récolte record qui dépasse toutes les attentes des producteurs et des gestionnaires du secteur. Ce surplus massif de sirop d'érable, bien qu'une bonne nouvelle à première vue, apporte des défis logistiques supplémentaires. La Fédération doit alors trouver des nouveaux locaux afin d'y entreposer les surplus. Il loue alors un entrepôt situé à Saint-Louis de Blandford. Malgré la valeur inestimable des milliers de barils de sirop entreposés, la sécurité de l'entrepôt est étonnamment minimale. Aucune caméra ne surveille les allées, laissant de vastes zones sans aucun contrôle visuel. Les portes et accès, bien qu'en apparence fermés à clé, ne sont soumis à aucun système électronique sophistiqué. N'importe qui ayant la clé ou connaissant les lieux pouvait pénétrer dans le bâtiment sans problème. Le personnel présent sur place était dérisoire par rapport à l'ampleur du stock. Quelques employés seulement circulaient entre les rangées de barils, incapables de vérifier individuellement la masse de sirop entreposée. Les rondes étaient sporadiques et peu rigoureuses, offrant aux intrus un temps et un espace considérables pour agir sans être détectés. De plus, il n'y a qu'un seul gardien de sécurité sur place. Je comprends tout ça, tu sais, quand on regarde après coup, on se dit « Ah non, mais il n'y avait pas assez de sécurité là, pour surveiller ce trésor national. » Mais en même temps, tu dis « Qui est-ce qui va rentrer là-dedans? » Non, c'est ça. Je pense pas que ce soit écrit en gros sur le bâtiment, non, réserve de sirop d'érable du Québec. Donc, tu sais, c'est quand même bien caché. Puis voler ça, mon Dieu, juste partir avec un baril, je sais pas comment je ferais. Donc, c'est lourd. Ben oui. Donc, partir avec 10 000, c'est encore plus difficile. Donc, je pense pas qu'il était négligent, mais c'est que personne s'attendait à ça. Jamais personne n'avait calculé un acte comme ça. T'sais. Non, exactement. Cette combinaison en fait alors une cible extrêmement vulnérable, Émile. Chaque baril qui représente une valeur énorme se trouve exposé sans surveillance. En résumé, malgré son rôle stratégique dans la réserve mondiale de sirop d'érable, l'entrepôt de Saint-Louis de Blandford est en réalité une passerelle ouverte pour quiconque sait comment exploiter ses failles. Exactement. Comme si ce n'était pas suffisant, les procédés d'inventaire, bien que soutenus par des systèmes informatiques sophistiqués, sont inadaptés face à la réalité matérielle. Les barils de sirop, fabriqués en métal blanc, non marqué et empilés par milliers, ne bénéficient que d'un contrôle visuel et tactile une seule fois par an.
L'absence d'un système de traçabilité moderne comme des codes QR, des traceurs GPS par exemple, ou même des étiquettes RFID ajoute un autre lot de failles dans l'entrepôt. Une étiquette RFID, là, ça utilise, Seb, des fréquences radio. C'est une petite puce électronique capable de stocker des informations puis de les transmettre sans fil, justement sur les ondes radio là, lorsque elle est contactée ou interrogée par un lecteur RFID. Donc, c'est un peu comme un genre de code barre un petit peu plus évolué, mais il n'y avait pas ça non plus là, sur les barils. Non, exact, mais ça, je te dirais que dans le monde du retail, là, c'est pas mal ça qui est utilisé, là, Canadian Tire, Walmart, tout ça, là, tout est étiqueté avec du RFID maintenant. Pendant ce temps, des tensions commencent également à émerger au sein du milieu acéricole. La rigidité du monopole fédéral, avec son contrôle strict des quotas et ses sanctions sévères contre ceux qui s'en écartent, suscite un mécontentement croissant. Des producteurs rebelles se font alors le porte-parole de cette opposition, refusent ce qu'ils considèrent comme un véritable régime de terreur. Donc, il y a vraiment un climat de friction économique et culturelle qui devient rapidement un terreau idéal pour des complots, pour des conspirations, pour ce qui deviendra plus tard un vol agricole et le plus spectaculaire de l'histoire du Québec. On va vous présenter tranquillement un peu là, les acteurs principaux. Là. C'est tous des personnages assez originaux qu'on retrouve dans cette histoire-là. Là. Parce que en fait, il y a vraiment une équipe très organisée là, qu'on retrouve derrière cette opération-là. Chacun a des rôles bien précis. C'est pas juste un coup de chance, c'est le résultat là, de repérage, de planification minutieuse et de coordination entre plusieurs personnes. On va parler d'un certain Richard Vallière, qui lui est né en 1978. C'est lui le cerveau derrière le plan et le responsable de l'organisation du vol. Avant même le premier baril siphonné, Richard avait étudié attentivement l'entrepôt pendant plusieurs semaines. Il connaissait les horaires du personnel, les routines et les rondes du gardien de sécurité et les points faibles de l'entrepôt aussi. Sa connaissance des flux logistiques et des rouages internes de la Fédération lui permettait de prévoir les déplacements des barils et de choisir le meilleur moment pour les subtiliser. Richard, lui, ainsi que son père, c'est des producteurs acéricoles de génération en génération. Puis eux sont parmi les frustrés là, un peu du monopole de la Fédération. Donc, tranquillement, ils ont orchestré ce coup-là pour un peu se venger. On ne sait pas trop quelle est l'idée derrière, mais de briser un peu là, ce monopole-là d'une certaine façon. Là. Donc, il mijotait ça depuis des années, puis il a commencé vraiment à s'intéresser à la réserve de la Fédération. Chaque nuit, il coordonne les actions de ses complices par téléphone et messages codés, s'assurant que personne ne se mette en travers du plan. Selon ses aveux, l'opération lui a rapporté près d'1 million de dollars, qu'on saura par la suite. Là, on avance un peu dans le temps, faites-vous-en pas, on va revenir pour parler un petit peu plus de l'organisation et tout ça. Son père, Raymond Vallière, né en 1954, joue un rôle discret mais essentiel. Il fournissait les véhicules nécessaires, des outils pour manipuler les barils et aidait à nettoyer les traces laissées derrière eux. Sa présence assurait à Richard un soutien logistique complet. Il y en a un autre qui s'appelle Avik Caron. Lui, il est né en 1974. Lui, il est marié à la propriétaire de l'entrepôt. Et là, c'est intéressant de savoir, dans le fond, Avik Caron est comme un peu copropriétaire, si je comprends bien. Je ne sais pas s'il y a juste sa femme ou s'il y a lui aussi, mais à quelque part, la Fédération loue l'entrepôt à ces deux-là. Là, Il est là le lien. Donc, c'est le propriétaire de l'entrepôt. Il pouvait accéder à tous les barils à tout moment et c'est lui qui effectuait le transfert physique du sirop vers leur lieu de leur cachette finalement. Et là, sous une couverture de discrétion totale, les barils étaient siphonnés et remplis dans des contenants plus petits pour faciliter leur transport. Avik connaissait chaque recoin de l'entrepôt et savait comment éviter les passages visibles dans les caméras ou auprès des agents de sécurité. Lui a des frères, Teriak et Inouk Caron. Ils ont également participé au plan. Teriak surveillait l'entrepôt, effectuait les rondes et effaçait les traces de transvidage des barils. Au Nouveau-Brunswick, il y a un certain Étienne Saint-Pierre qui lui aussi joue un très grand rôle. Lui, c'est un producteur de sirop
Mais lui, c'est aussi un revendeur, donc une compagnie d'exportation. Et là, c'est stratégique, ça aussi, dans ce plan-là. Ça prend quelqu'un qui va pouvoir disposer de ce sirop-là. Il faut l'écouler. C'est comme un peu... si tu voles de l'or, des lingots d'or à une banque, il faut trouver une façon après des liquider ces lingots d'or. C'est pas si facile. Faut tes blanchisses. Donc lui, il achetait le sirop volé et le distribuait sur les marchés légitimes et internationaux, notamment aux États-Unis, en Europe et au Japon. Sa position en fin de chaîne permettait de blanchir le produit et de le rendre difficile à tracer, transformant le vol en profit réel. Puis ici, quand on parle de blanchir, ben le but, c'était de transformer le sirop en tarte, en petits cornets, en beurre d'érable, en produits dérivés. Donc, c'est un peu comme ça qu'on blanchit du sirop d'érable. C'est drôle, hein? Mais avec cette méthode, c'est impossible de retracer il provient d'où le sirop. Ben non, tu peux pas le déconstruire, là, ton cornet. Non, exact. Puis aussi, ce qui est intéressant, c'est que lui, Étienne Saint-Pierre, il habite au Nouveau-Brunswick. Donc, dans cette province canadienne-là, il n'est pas assujetti aux lois de la Fédération québécoise. Donc, lui n'est pas forcé d'acheter la Fédération. Donc, tu vois le filon là, qu'ils ont exploité avec tout ça, là, ils se tiennent en zone grise dans leur procédé. Il était malin quand même. Oui, absolument. Il y a d'autres complices dont on va parler. Sébastien Jutras, qui lui, c'est un camionneur, et lui, il s'occupait de la transportation des barils la nuit, là, en suivant des itinéraires choisis précisément pour éviter la surveillance. Il y a d'autres personnes, un certain Jean Laure, Robert McLean, Sylvain Bourassa et Johnny Hazen, qui étaient responsables de la logistique. Eux, ils organisaient le stockage temporaire, la manutention et la coordination entre les sites. Chaque mouvement était planifié pour réduire le risque de détection. Donc, c'est un peu eux, là, les usuels suspects. Oui. Dans l'ensemble, une vingtaine de personnes participaient directement au vol. Chacun avait un rôle précis. Certains manipulaient les barils, d'autres surveillaient les lieux et d'autres transportaient le sirop. Ils avaient mis au point des horaires alternés, des itinéraires secrets et des méthodes pour éviter tout témoin. Chaque détail comptait. Un retard ou une erreur aurait pu tout compromettre. Évidemment, si nous pouvons vous le raconter aujourd'hui, c'est qu'une erreur a été commise, même plus qu'une. Mais avant d'en venir là, voyons par où tout cela a commencé. Donc Seb, je te laisse revenir un peu dans le temps. Oui, on va vous parler du déroulement du vol. Dès le mois d'août 2011, sous la direction de Richard Vallière et Avik Caron, la mécanique du vol s'est mise en marche. Ils avaient sous les yeux plus de 7 millions de gallons de sirop d'érable stockés dans la réserve stratégique à Saint-Louis de Blandford. Une fortune estimée à plusieurs dizaines de millions de dollars. L'entrepôt clé, utilisé pour le vol de sirop d'érable, avait été loué par la femme d'Avik Caron, qui a pris soin de louer un espace dans la même bâtisse que la réserve stratégique de la Fédération. Encore une fois, une petite subtilité. Ben oui. Cette proximité stratégique permettait à la bande d'avoir un accès privilégié au volume de sirop stocké, mais aussi d'opérer presque comme un initié, facilitant ainsi la manipulation des barils et le siphonnage sans éveiller les soupçons. La première étape consistait à repérer les barils les plus vulnérables, ceux en métal blanc, non marqués et donc moins surveillés, puisque les inspecteurs se concentraient leur attention sur les fûts avec des étiquettes officielles strictes. Chaque baril était analysé avant déplacement, tandis que la bande suivait de près les mouvements et rotations des contrôleurs pour éviter toute confrontation. Oui, puis tu sais, un système comme ça fait en sorte que, tu sais, un contrôleur qui rentre là-dedans puis qui doit évaluer le stock, tu sais, c'est tellement laborieux que ça rend sa job impossible. C'est vrai, hein? Tu sais, comment tu fais pour aller évaluer le baril là, qui est derrière, qui est sous 6 autres barils, derrière une rangée de 10 barils? Non, c'est ça. Tu n'as pas le choix de tourner les coins ronds, même si tu es un inspecteur officiel. Oui, exact. C'est comme si le setup invitait à la négligence. C'est vrai, hein? Je ne sais pas si c'est avec des rayons X ou s'il y a des machines pour voir les niveaux sur plusieurs, mais aucune idée. Mais c'est sûr qu'ils n'utilisaient pas ça non plus. Là. Avec des meta-glasses. Mais c'est que tout le monde faisait confiance à tout le monde dans la chaîne. Donc, techniquement, tu te protèges peu. Là. Les vols se déroulaient principalement de nuit, toujours minutieusement planifiés. Des camions équipés de chariots élévateurs loués pénétraient et sortaient de l'entrepôt sans éveiller la moindre suspicion. Les chauffeurs connaissaient précisément les emplacements de stationnement, les techniques de chargement, mais aussi la vitesse de déplacement optimale. La manipulation de ces lourds barils exigeait compétence, coordination, mais aussi précision.
Les barils étaient ensuite acheminés vers une cabane à sucre isolée, loin de toute surveillance. C'est là, sous la supervision d'Avik Caron et de son équipe, que le sirop était siphonné avec une précision chirurgicale. Les outils utilisés étaient conçus pour éviter toute trace visible, qu'il s'agisse d'aspiration ou d'altération extérieure. Il faut savoir que l'entrepôt de Saint-Louis de Blandford était d'une extrême propreté. Il fallait donc que les barils restent le plus intacts possible. Suite à l'extraction du sirop, les barils étaient remplis d'eau prélevée d'une rivière à proximité de façon à imiter le poids du sirop et à tromper les contrôles. Ils étaient soigneusement séchés et recouverts de copies d'étiquettes officielles, rendant la fraude presque indétectable à l'œil nu lors des vérifications. Avec le temps, la bande a même affiné sa méthode en pratiquant le siphonnage directement sur les barils restants dans la réserve, évitant ainsi les risques liés au transport. Le seul petit problème est que les membres de la bande n'avaient pas une grande connaissance des traces numériques laissées derrière eux. En effet. Les échanges via texto et appels étaient un autre pilier important de l'opération. Le langage codé qui mêlait métaphores, surnoms et allusions au sirop afin de traiter les barils, les livraisons et les contrôles. Un des messages interceptés révélait « On sortait 104 barils, on remet 104 barils », décrivant leur méthode d'extraction et de remplacement, et aussi des alertes du style « Fais gaffe, ils font ronde plus tôt ce soir » ou « Contrôle surprise demain, on ralentit le débit », permettaient d'ajuster immédiatement le rythme des vols. La pression croissante fait aussi place à des menaces voilées dans les communications. Tu peux pas arrêter le sirop quand il coule. Une belle métaphore. Oui. Le sirop volé était ensuite fractionné en livraisons calibrées vers le Vermont, le Nouveau-Brunswick et l'Ontario en petites quantités régulières pour éviter les contrôles douaniers et policiers. Étienne Saint-Pierre, à l'extérieur du Québec, jouait un rôle essentiel en tant que grossiste exportateur, rachetant le sirop et le réintroduisant, la marchandise dans le circuit légal, compliquant ainsi toute tentative de traçabilité. Sur près d'une année, l'organisation a su exploiter les vulnérabilités de la Fédération. Manque de surveillance, absence de traçabilité électronique, inventaire insuffisant, tout en maintenant une communication serrée et une division parfaite des rôles. Cette rigueur permet de maintenir un flux constant de sirop volé, sans éveiller le moindre soupçon des autorités. Le 24 août 2012, lors de l'inventaire annuel de la réserve stratégique de Saint-Louis de Blandford, l'inspecteur Michel Gauvreau fait une découverte capitale. C'est en montant sur un des barils, censé peser environ 600 livres, que celui-ci céda sous son poids. Oh. Confus, il examine le baril et constate que le fût est rempli d'eau et non de sirop d'érable. Il prend alors soin de vérifier les autres barils qui, eux aussi, n'étaient pas remplis de sirop. Pire encore, certains barils étaient tout simplement vides. Oh. Cette anomalie donne le signal pour une inspection complète et minutieuse de chaque baril entreposé.
Rapidement, il fut établi que près de 9571 barils avaient été vidés, soit environ 5 935 250 livres de sirop, ce qui représente une perte de près de 17,8 millions de dollars. Il y en a qui ont même dit que c'était autour de 30 millions. Oui. Selon l'inflation, parce que ça fluctue, le prix du sirop. Mais c'est fou pareil. Hein? Oui, puis tu sais, il devait se rendre compte parce que le sirop d'érable, c'est plus lourd que l'eau quand même. Ça. Donc, c'est une texture différente. Le sirop n'oxyde pas non plus les barils en métal, tandis que l'eau le fait. Donc, je pense aussi qu'il avait remarqué qu'il y avait des barils qui étaient légèrement oxydés. Exactement. Oui. Mais c'est fou, 600 livres. Hein? Juste revenir sur le poids. Tantôt, on se disait, pour le voler aussi, un seul baril, faut que tu sois équipé pour transporter 600 livres de poids. Là. Non, c'est ça. Toi puis moi, on irait là-bas, juste voler un baril, on serait heureux. Là. Ce serait genre, on serait satisfait là, si on prenait juste un diable avec un baril puis qu'on réussissait à loader ça dans un pick-up, ce serait mission accomplie. Fait que j'imagine pas 10 000. Ben non, c'est clair. On aurait pour toute la vie. Ouais. Au début de l'enquête, les policiers de la Sûreté du Québec ne savaient pas où chercher. C'est clair? Tu commences par où? C'est vrai. La scène de crime était très atypique. Pas de violence physique, pas de traces évidentes, pas de témoins directs, juste des barils vidés sans explication, puis remplacés. Tu sais, la place est pleine de barils. Ben oui, c'est ça. Mais lesquels sont pleins, lesquels sont vides, lesquels ont de l'eau, j'avoue, je serais complètement bluffé. Mm-hmm. Les enquêteurs explorèrent différents angles, mais les indices se font rares. Ceci dit, le crime est tellement atypique qu'en pensant un peu en dehors de la boîte, on peut trouver des pistes intéressantes, notamment au niveau du numérique, justement. Nous sommes dans des petits villages et municipalités où tout le monde se connaît. Quelqu'un a sûrement fait une erreur quelque part. Mais en contrepartie, on est effectivement dans des petits villages, Saint-Louis-de-Blandford. Il n'y a pas des caméras partout. Non, il n'y a pas de système de surveillance comme dans une grande ville. Donc, à quelque part, ça complique la chose aussi un petit peu. Oui, c'est vrai. Ce n'est qu'en analysant la location récente de forklift, vous savez, les petits chariots élévateurs, là, dans la région, que les enquêteurs font une percée majeure. Ah, c'est brillant. Parce que effectivement, on voyait des marques sur les barils subtilisés qui ont été saisis par des chariots élévateurs, des forklifts. Alors que sur les barils legit, les vrais barils de sirop d'érable, ils étaient saisis par des forklifts, mais magnétiques. Ah, OK. Ça donc, fait pas de traces. Ça fait moins de traces, ça squeeze pas le baril. Donc là, il remarquait que les barils avaient été serrés. Donc, probablement coincés entre les lames d'un forklift. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font? On regarde qui dans la région loue des forklifts, des petits chariots comme ça. Et en effet, des engins lourds loués par un camionneur nommé Sébastien Jutras, vous en rappelez, je l'ai nommé tout à l'heure, le camionneur, qui est employé pour transporter des barils, laissait des traces spécifiques sur les fûts, donc différents de ce qui était causé par les équipements officiels de la Fédération. Donc, c'est là que, justement, ils ont commencé à faire le tour des commerces où peut-être ça serait loué, des forklifts comme ça aurait été loué. Et là, ils vont avoir Sébastien Jutras en entrevue, justement. Parce qu'ils vont s'être rendus compte que dans une boutique qu'ils ont trouvé, une boutique de location d'outils, ils vont se rendre compte que quelqu'un a loué un forklift sous le nom de Sébastien Jutras. Donc, tout de suite, il l'identifie, il l'amène en interrogatoire. Et là, il va admettre, Sébastien, tout de suite, qu'il admet en fait avoir transporté du sirop d'érable. Mais par contre, ce qu'il dit, c'est qu'il n'était pas conscient qu'il s'agissait d'une marchandise volée. Selon ses dires, il pensait transporter du sirop légitime, ignorant totalement qu'il servait de lien logistique dans une opération criminelle bien plus vaste. Donc, sous pression, il aurait révélé que c'est Avic Caron, le propriétaire d'un des entrepôts où était stocké le sirop, qui lui avait demandé de faire ses transports, en le chargeant de déplacer des barils de sirop jusqu'à Richard Vallière. Pendant l'enquête menée par la Sûreté du Québec, les policiers vont mener plusieurs perquisitions qui ont révélé l'ampleur du réseau. Le sirop volé avait été transporté à plusieurs endroits stratégiques, notamment à l'érablière de Raymond Vallière, le père de Richard. Cette érablière servait de point de stockage temporaire dans le vaste réseau mis en place pour écouler le sirop volé.
Donc, des barils identiques à ceux qui ont été volés ont été retrouvés sur son terrain. À un moment donné, en allant faire une perquisition, ils les ont vus derrière une chaîne en se disant « Ah, des barils blancs comme ça, ça ressemble pas mal à ce qu'il y avait dans l'entrepôt de la Fédération. » Les enquêteurs ont également découvert des barils dans d'autres lieux, et ça, c'est quand même drôle, Seb, notamment lors d'une perquisition dans un entrepôt de la route du Pont à Saint-Nicolas, à Lévis, sur la rive sud. Il y avait des centaines de barils qui ont été retrouvés. Puis, ce qui est très drôle, c'est que les occupants le transformaient sur place. Donc, les voisins, tout le quartier remarquaient que ça sentait le sirop d'érable. Ça sentait bon dans le quartier depuis quelques semaines. Qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il une érablière sur la route du Pont? Moi, ma mère habite à Saint-Nicolas, à Lévis, sur la rive sud de Québec, et je sais c'est où cette route-là. Je me dis, voyons, ça n'a pas rapport de mettre une érablière là. Les gens devaient trouver ça drôle. Oui, c'est clair. Donc, ils ont été un peu... les soupçons ont été éveillés grâce à l'odeur de sirop. C'est pas évident à transformer. Hein? Non. C'est pas comme de la cocaïne en crack. Là, ça, non, exact, non, c'est ça bouille puis ça fait de la vapeur. Là. L'odeur les a trahis. Cette révélation a révélé là, une série d'accusations lorsque Sébastien Jutras s'est confessé. Des accusations contre avec Caron, Raymond et Richard Vallière et d'autres complices. Jutras fournit aussi là, des preuves concrètes et des témoignages essentiels pour faire avancer le dossier. En collaborant avec les autorités, il a permis de dessiner le réseau complexe du vol de sirop d'érable, reliant les lieux de stockage, les intermédiaires de la revente et les divers acteurs impliqués. C'est grâce à cet aveu et aux informations qu'il apportait que la police a pu orchestrer des arrestations ciblées et saisir des quantités significatives de sirop volé. Ceci dit, on ignore toujours où est l'ensemble de ce sirop-là. On a trouvé quelques barils dans la ferme des Vallières, mais on n'en a pas trouvé 10 000. Non, exact. Je ne sais pas s'il y a 10 000 tartes au sirop d'érable qui sont apparues dans les... Au Japon. Oui, c'est ça, exactement, en Allemagne, tu sais. Oui, non, c'est assez... Fait que c'est Jutras le snitch, dans le fond, de tout ça, si on peut dire. C'est un peu, c'est un peu le premier qui a tenté de sauver sa peau, tu sais. Mais j'ai l'impression que c'est pas non plus des grands criminels aguerris. Non, là, non. C'est ça. Donc, je pense pas que ces gens-là étaient prêts à tout risquer là, pour... Non, pour les barils de sirop. Non, puis c'est intimidant, là, tu te fais amener en interrogatoire. Ils font souvent ça, là, ils vont utiliser quelqu'un d'un peu plus vulnérable pour aller chercher de l'information. Et là, on va sauter près du procès parce qu'après des mois d'enquête, les pièces du puzzle se sont enfin assemblées et le moment de la justice est arrivé. Le procès du vol de sirop d'érable qui avait tenu le Québec en haleine s'ouvre devant un jury mettant en scène les principaux acteurs de cette audacieuse machination. Au centre de la salle d'audience, 3 noms dominent l'affaire, Richard Vallière, Avik Caron et Étienne Saint-Pierre, chacun incarnant un maillon essentiel de ce réseau criminel organisé. Je vous rappelle que Étienne Saint-Pierre, c'est lui qui exportait le sirop, là, qui est domicilié au Nouveau-Brunswick. Oui, exact. Richard Vallière, cerveau présumé du vol, fait face à des accusations de vol, de fraude et d'émission de faux documents. Tout au long du procès, les jurés découvrent l'étendue de son rôle. Il n'était pas simplement un exécutant, mais l'architecte du plan. C'est lui qui coordonnait chaque étape, recrutait les complices, organisait le siphonnage et supervisait l'écoulement du sirop volé. Le tribunal apprend également que Vallière avait reçu des menaces de certains complices, y compris Caron, ce qui explique en partie sa persistance malgré les risques colossaux. Son sang-froid et sa connaissance des failles dans le système de la Fédération apparaissent comme autant d'éléments qui ont rendu possible le plus grand vol acéricole de l'histoire du Québec. Et à ses côtés, Avik Caron, propriétaire d'un entrepôt utilisé pour stocker les barils vides, est jugé pour complicité et fraude, et sa responsabilité est logistique et matérielle. C'est lui qui facilitait la location des forklifts, organisait le transfert discret des barils et permettait aux opérations de se dérouler dans l'ombre. Son rôle discret mais stratégique devient limpide dans la salle d'audience lorsque les enquêteurs présentent les preuves de la chaîne de manipulation et de la falsification des fûts. Le troisième acteur majeur, Étienne Saint-Pierre, revendeur basé au Nouveau-Brunswick, incarne le maillon commercial de l'organisation. Malgré son âge avancé, autour de 70 ans au moment du procès, Saint-Pierre est poursuivi pour complicité et revente.
Les jurés comprennent rapidement que, sans cet intermédiaire, eh bien, le réseau n'aurait jamais pu écouler une telle quantité de sirop et rester sous le radar des autorités. Étienne a toujours nié avoir participé au coup. Il dira qu'il ignorait que le sirop qu'il écoulait, était volé et prétendra ne pas être assujetti aux lois du Québec étant au Nouveau-Brunswick. Fait que, il jouait vraiment sa défense là-dessus. Oui. Au cœur de l'affaire, Sébastien Jutras, le chauffeur snitch de camion, je rigole, devient un témoin clé. Sa collaboration avec la police permet de relier les accusés entre eux et de retracer la logistique du vol. Son témoignage, précis et documenté, devient une pièce maîtresse du procès, exposant le fonctionnement interne du réseau et la technique avec laquelle les vols ont été planifiés et exécutés. Et après plusieurs semaines de témoignages, d'expertise et de confrontation, le verdict tombe. Richard Vallière est reconnu coupable et écopa d'une peine de 8 ans de prison avec l'obligation de rembourser près de 10 millions de dollars à la Fédération. C'est une grosse peine quand même. Il y a des pédophiles qui ont eu moins que ça. Là. Avik Caron est condamné, lui, à 6 ans de prison et a versé une amende substantielle. Étienne Saint-Pierre, de son côté, bénéficiant de son âge avancé, échappe à l'emprisonnement, mais se voit assigné à domicile pour 2 ans et lui doit payer une amende de 1,3 million de dollars. Et le procès révèle également l'implication de près d'une vingtaine de complices supplémentaires, des chauffeurs, des manutentionnaires et des intermédiaires sur le marché noir. Chacun a reçu des condamnations adaptées à son rôle, certaines réduites grâce à leur coopération avec la justice. Toutes ces personnes n'avaient pas tous le même niveau d'information partagée, évidemment. Oui, puis on se rend compte que ça a sans doute pris plus de temps voler les barils que réaliser l'enquête. C'est sûr que oui. Finalement. C'est sûr que oui. Parce que c'était tellement une opération fastidieuse, qui impliquait justement des chargements de barils de nuit, de siphonnage, d'échange de barils. Il allait les remplir dans une rivière aussi. Oui, c'est vrai. C'était fou, l'effort qu'ils ont mis. Puis les policiers, ça n'a pas été trop compliqué. Hein? Ils ont cherché des locations de forklift, ils ont tombé sur le nom de Sébastien Jutras. Oui, ils ont remonté la chaîne assez facilement. Ils ont remonté la chaîne très rapidement. Là, donc, c'est... par contre, on ne sait toujours pas où est le sirop. C'est ça qui est hallucinant. Là. Malgré la récupération partielle du sirop volé, une grande quantité reste irrécupérable. La Fédération impose alors des amendes records visant à compenser ces pertes colossales. Parce que quelque part, c'est les producteurs qui paient pour ça indirectement. Oui, exact. C'est un peu comme le vol à l'étalage. Hein? Indirectement, tout le monde paye pour ça parce qu'il faut qu'ils se repayent les entreprises qui se font voler. Exact. Au-delà des sanctions, le procès marque un tournant dans l'histoire de l'industrie. Il met en lumière les failles d'un système jugé jusque-là quasi inattaquable et pousse la Fédération à renforcer considérablement la sécurité, la traçabilité et le contrôle de ses entrepôts. Peut-être même revoir sa vocation, dans le sens qu'on n'est plus à la même époque, on n'est plus dans les années 60 maintenant. Peut-être des choses qui ont changé. Après la clôture du procès initial, l'affaire ne s'est pas arrêtée là. Les amendes imposées à Richard Vallière, Avik Caron et Étienne Saint-Pierre ont rapidement fait l'objet de contestations devant la Cour d'appel du Québec. Les juges d'appel ont examiné en détail les sommes imposées, les ajustant partiellement. Pour Vallière, l'amende compensatoire fut réduite à environ 1 million de dollars, au lieu de 10 quand même. Oui, quand même. Correspondant uniquement au profit personnel réalisé grâce au vol, tandis que celle d'Avik Caron fut rééchelonnée sur 10 ans au lieu de 5 ans et demi. Okay. Pour Étienne Saint-Pierre, la peine d'assignation à domicile et l'amende furent maintenues, mais les modalités de paiement furent ajustées pour tenir compte de son âge avancé et de sa situation financière. Ces décisions en appel ne mirent pas fin au débat. Le ministère public, estimant que la réduction de l'amende de Vallière affaiblissait le principe de dissuasion prévu par le Code criminel, porta l'affaire devant la Cour suprême du Canada. Ah ouais. C'est devant cette instance ultime que le dossier atteint son apogée. Les arguments de la Cour d'appel furent examinés avec rigueur. Le gouvernement soutenait que la valeur totale du bien volé devait être prise en compte, et non seulement le profit direct de l'accusé, bien sûr, afin de prévenir toute incitation au crime et de garantir justice à la Fédération.
Le 31 mars 2022, ça a été long quand même, tout ça. C'est fou, là. Mon Dieu. Ben oui, la Cour suprême rend sa décision. Dans un jugement unanime, elle rétablit l'amende compensatoire initiale de 9,4 millions pour Vallière. Le juge en chef, Richard Wagner, souligna que la disposition du Code criminel visait précisément à empêcher que des criminels tirent profit de leurs actes. La Cour précisa que même si une partie du sirop avait été récupérée ou vendue, la valeur totale du bien volé devait être considérée pour déterminer l'amende. La décision confirma également que Vallière disposerait de 10 ans pour payer cette somme, donc 1 million par année. Faute de quoi, il devra purger une peine supplémentaire de 6 ans. Donc, ça niaise pas avec le sirop, hein, la Cour suprême. Mais non, faut que tu le trouves ton cash flow pour payer ça à chaque... c'est plus qu'un struggle pour payer son loyer, là, dans le sens que pendant 10 ans, il faut que c'est, je sais pas combien par année, il faut qu'il tire son paiement. C'est pas un prêt à la banque, là. Ben non. Dans le sens que non, c'est des grosses sommes. Il mérite, là, je veux dire, c'est correct qu'il soit puni comme ça, mais je me mets dans ces pots, faut que tu fasses de l'argent, là. Mais peut-être qu'il en a fait avec le vol. Hein, en fait, c'est ça que je me dis. Ils en ont sûrement de caché. Là. Ben oui. Cette décision de la Cour suprême ne fut pas seulement une victoire judiciaire pour la Fédération, elle envoya également un message clair sur la sévérité des sanctions liées au crime organisé et à la protection des biens collectifs. Les peines d'Avik Caron et d'Étienne Saint-Pierre, bien que non remises en cause devant la Cour suprême, furent intégrées dans le récit final de la justice. Caron devait respecter ses modalités d'amende et de détention, tandis que Saint-Pierre restait assigné à domicile avec une obligation financière stricte. L'ensemble du processus judiciaire, du procès de premières instances jusqu'à la Cour suprême, dura plusieurs années, mobilisant enquêteurs, avocats, experts et juges. Il permit de révéler l'ampleur véritable du réseau, la sophistication de ses méthodes et les vulnérabilités d'un système qu'on croyait inviolable. Le vol de sirop d'érable, d'abord perçu comme un fait divers insolite, est devenu un symbole des défis de la justice face au crime organisé et de la nécessité de renforcer la sécurité et la régulation dans l'industrie acéricole. Ah oui, c'est assez fou, là. Et à l'issue de ce long chemin judiciaire, Émile, la Fédération des producteurs a renforcé ses protocoles de sécurité, modernisé ses systèmes de traçabilité et de contrôle, établissant des nouvelles normes pour prévenir toute répétition d'un tel vol. Au moins, ils ont appris de ça. Ouais. Ce procès, au-delà des peines et des amendes, inscrit définitivement ce vol comme étant le vol du siècle dans la mémoire collective québécoise. Il est non seulement perçu comme une audace criminelle sans précédent, mais aussi comme un exemple d'exigence de justice jusqu'au plus haut niveau du système judiciaire canadien. Ça, avant de travailler sur le cas, j'avais complètement oublié. Je savais pas que ça s'était rendu si loin que ça. Non, moi non plus. À la cour. Là. Les répercussions du vol de sirop d'érable furent profondes, complexes et durables, touchant tous les aspects de l'industrie québécoise, ainsi que la société dans son ensemble. Sur le plan économique, les pertes furent colossales. Près de 10 000 barils représentant 70 % de la réserve stratégique avaient disparu, comme on vous disait, évalués entre 18 et 30 millions de dollars. Les producteurs, même ceux non directement impliqués, durent faire face à un déséquilibre temporaire de l'offre, ce qui provoqua des fluctuations des prix, des inquiétudes aussi sur la stabilité du marché. Et cette crise révéla également que la Fédération, malgré son contrôle quasi total, avait sous-estimé les vulnérabilités logistiques et humaines dans ses entrepôts, ce qui l'obligea à repenser la sécurité et la gestion des stocks sur le long terme. De plus, parmi les barils retrouvés, il a fallu en jeter plusieurs, car au cours du processus, la bande avait choisi de remplacer les barils blancs par d'anciens barils de produits chimiques, mon Dieu. Oh boy! Hey, tu veux pas avoir consommé du sirop qui était là-dedans, hein? Ce qui rendait le sirop retrouvé impropre à la consommation. Hey, ça, c'est... Ça, par exemple, on dirait que ça me dérange plus que le vol en tant que tel. Tu peux créer saboté, là. Oui. Ben oui, tu peux créer un produit après ça qui pourrait rendre les gens malades. C'est pas mieux. Là. Sur le plan social, l'affaire provoqua une onde de choc à travers le Québec. Les médias couvrirent largement l'événement, fascinés par l'ampleur du crime, mais aussi l'ingéniosité des voleurs. Les discussions publiques mêlaient étonnement et indignation, certains dénonçant l'inefficacité du monopole de la Fédération, d'autres s'inquiétant de la banalisation des crimes contre l'industrie agricole. L'affaire suscita aussi des débats sur la responsabilité collective et individuelle, mais aussi sur la vulnérabilité d'un produit symbolique de la culture québécoise face à une criminalité organisée.
Les émissions de radio, de télé rivalisaient de commentaires ironiques, mettant en scène des journalistes, des animateurs rieurs qui imaginaient des scénarios rocambolesques, allant de la création d'une mafia du sirop à des comparaisons avec des films de gangsters. Même certains éditoriaux de quotidiens populaires prenaient un ton léger, soulignant l'extravagance d'un crime qui, malgré sa valeur économique et colossale, apparaissait presque surréaliste dans son audace et sa précision. L'humour n'a pas été réservé aux médias traditionnels. Sur les réseaux sociaux, des mimes et des blagues ont circulé comparant les voleurs à des personnages de films comme Ocean Eleven, oui, un très bon film de vol, c'est vrai, mais avec des barils de sirop d'érable à la place des lingots d'or. Cette couverture médiatique massive et souvent moqueuse eut un double effet, Émile. D'un côté, elle popularisa l'affaire, évidemment, et attira l'attention du grand public, rendant le vol de sirop d'érable un phénomène culturel discuté dans tout le Québec. Mais de l'autre, elle complexifia la perception du crime. Les acteurs principaux, bien que responsables des pertes financières énormes, étaient parfois perçus par une partie du public comme des génies du vol, plutôt comme de simples criminels donnant lieu à un mélange de fascination et de rire. Cette médiatisation humoristique, en dépit de son ton léger, n'empêcha pas la Fédération et les autorités judiciaires de prendre l'affaire très au sérieux. Elle illustre toutefois combien un crime, lorsqu'il touche un symbole culturel et national, peut devenir une source de narration collective, oscillant entre indignation, fascination et amusement, et s'inscrire durablement dans l'imaginaire populaire québécois. Oui, toute une histoire. Ça conclut un peu la chronologie des événements, Seb. Oui, j'en reviens pas de tout ce qu'ils ont fait. Puis j'en reviens pas non plus qu'ils n'aient pas retracé que l'enquête n'ait pas poussé plus loin le traçage de ces barils-là. C'est vrai. C'est sûr qu'il doit y avoir des preuves de où est-ce que ça s'est retrouvé à quelque part. Je suis surpris qu'ils n'aient pas réussi à soutirer ça des aveux des accusés. Oui, surtout d'Étienne, celui qui exportait, en fait, parce que c'est sûr que vu qu'il blanchissait ça de façon légale, ça n'a peut-être pas été exposé, mais il y a des traces de comptabilité, de tout ce qu'il vendait aux autres pays. Quand tu exportes, tu as toutes sortes de traces au fédéral. Mais en même temps, j'ai l'impression que justement, une grosse majorité du sirop volé a été consommé ou transformé. Fait que c'est impossible à retrouver, dans le fond. Je pense que c'est un peu pour ça. Mais tu sais, c'est qu'ils ont volé l'équivalent de... Mais c'est vrai que c'est beaucoup en un an. C'est ça, je pense, de 70-80% de toute la réserve fédérale. Donc, ça en fait des tartes au sucre. Là. Ah ouais, c'est vrai, pareil. Ça en fait des sûrement qu'ils peuvent gérer une année entière de production avec juste ce qui a été volé. C'est sûr. Donc, c'est crazy là, que ça soit pas retrouvé. Ben oui, t'as raison. Je pense justement à Vallière qui doit payer 10 millions. Il n'a pas envie de leur dire, ils sont où les barils? Ben non, c'est vrai, oui, j'avoue. Ouais. Pour faciliter son paiement. C'est vrai, mais peut-être qu'il ne sait pas. Ils les ont enterrés comme El Chapeau enterre son argent. Ses barils d'argent. On va les retrouver dans 50 ans. Non, c'est une bonne question. Mais c'est ça, étant donné que c'est de la bouffe, au final, c'est dur. C'est ça, c'est pas comme un produit ou de l'or ou... je veux dire, une fois qu'on l'a mangé, il n'y a plus rien. Non, c'est clair. C'est versus ça. Non, c'est quand même un gros mystère, mais au moins, la justice a fait ce qu'elle avait à faire. Les peines sont... Oui. Moi, je suis content que les peines soient sévères. Tantôt, je disais, il y a des pédophiles qui ont moins que ça, c'est vrai, mais en même temps, faut pas diminuer ces crimes-là. Donc, je suis content qu'il y ait des bonnes peines. Ça pour dire que des fois, je trouve que la justice est un peu faiblotte, mais dans ce cas-ci, ils ont été sévères. Ben, ça renforcit un peu, on dirait, à quelque part, l'identité québécoise. C'est important, le sirop d'érable. Oui. Faut pas niaiser avec ça. Non, exact. Ces gens-là devraient être interdits de manger du sirop d'érable pour le reste de leur vie. Comme punition. Tu sais, un peu comme les hackers. Ils n'ont plus le droit d'ordinateur. Ils n'ont plus le droit d'aller sur Internet, ils n'ont plus le droit d'ordinateur, ou même chose pour certains addicts ou certains criminels. Ça devrait être ça leur peine, ne plus jamais pouvoir profiter ou enjoy le bon goût du sirop d'érable. Ah non, c'est vrai, j'aime ça comme peine. On proposera ça à la couronne. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires sur mon option de peine capitale pour ces gens-là.
C'était toute qu'une histoire, Seb. Merci encore. Ben oui, merci à toi. Dites-nous ce que vous en pensez, les Distordus, sur les réseaux sociaux. Vous savez où nous trouver. On est sur Patreon, on est sur YouTube, sur Facebook, TikTok, Instagram, un petit peu partout. Sur Spotify, Apple Podcast, on est partout. Et bien, en after show, je vous parle d'une autre histoire savoureuse. Les grands vols d'œuvres d'art des Taco Bell. Donc, un autre... Est-ce que c'est un complot? Il y a encore plein de mystères autour de ça. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces œuvres d'art disparues au fil des dernières années, revendues à haut prix sur eBay? Est-ce qu'il y a vraiment un complot pour voler les œuvres d'art chez Taco Bell? C'est ce qu'on va découvrir en after show sur Patreon pour nos abonnés. Oui, monsieur. Et afin de terminer ça en beauté, Seb, c'est le moment des shout-outs de nos chers membres Patreon. Oh oui, je commence avec la chère ou le cher Pastel, Maude C, Marie-Philippe B, Myrto D et Monsieur Lee. Aussi une bonne poignée de main à Jean-Daniel S, à Marie-France, à Claudia L, à Émilie et à E-Brass. Et je lève mon verre à Jeanne C, Polygraphe, Isa L, FKB et Jessica. Un gros câlin à Justine A, à Rems, à Sandrine J, à Osiris Bra, à Hugo B. Et je poursuis avec le mystérieux Jean, Sylvie A, Isabelle D, Olibou et Pierre-Luc T. On termine avec beaucoup d'amour à Joe et Annie, à Charlotte RL, à Milady C, à Cindy R et à Roxane. Dis-moi, Émile, est-ce que tu as un mot de la fin pour nous? Si vous doutez que des Québécois sont à l'origine d'un vol, suivez l'odeur de sirop.